Mais donc, dès le départ, tu parles de 2015 et tu dis que donc, tu es séduite par l'allant et les propos d'Emmanuel Macron. À ce moment-là, en 2015, il est ministre de l'économie à ce moment-là. Les deux déclics, c'est ça, c'est celui dont tu as parlé, lorsqu'il parle de l'inconfort philosophique qu'il a, l'inconfort philosophique qu'il a par rapport à la déchéance de la nationalité. Donc c'est une volonté de François Hollande et de Manuel Valls de porter la déchéance de la nationalité, et Emmanuel Macron va parler de son inconfort philosophique. Ensuite, il va évidemment dire, comme tu l'as rappelé, que à l'instar d'Angela Merkel, ça serait bien d'accueillir des personnes immigrées ou réfugiées. Et la deuxième chose, c'est le fait qu'il s'oppose au 49.3, donc à une méthode brutale qui a été pratiquée à cette époque-là par Manuel Valls, et il a pratiqué une autre méthode avec son projet de loi qui s'appelle la loi Macron. Donc c'est incroyable de se dire qu'il est parti de là et qu'on en est où on en est aujourd'hui. Oui, non, justement. Et on va faire des allers-retours dans le passé et dans le présent. Et tu racontes assez tôt dans le livre, c'est un passage qui m'a vraiment intéressé parce que ça raconte de l'intérieur un peu ce que c'est qu'être député, les consignes de vote, etc. Et je vais te lire. En fait, c'est le moment... C'est le premier moment où ça commence à se désagréger. C'est-à-dire que tu viens d'être élu député de La République En Marche, plutôt bien, non? Oui, plus de 65%. Plutôt pas mal. À Paris? Ouais. Dans les Hauts-de-Seine, donc circonscription, c'est Bourg-la-Reine, Antony, Sceaux, Châtenay-Malabry. Il y a une sorte d'énergie des En Marcheurs qui te porte et tu crois à ce moment-là. Enfin, je veux dire, quand tu démarres à l'Assemblée, tu es heureuse. Je crois qu'Emmanuel Macron va porter mon idéal. Je dis, c'est la première fois que je suis en accord à 300% par rapport à un idéal qu'il était censé porter, même si tout le monde va me dire après, mais non, tu as été naïve. Mais à l'époque, j'y croyais. Ouais. Il faut dire que tu es une bonne prise pour eux, puisque tu es une productrice reconnue. Tu as été patronne de Studio Orange, c'est Orange ça? Studio, tout à fait, que j'ai même créé. Voilà, tu as été, tout le monde parle de The Artist, tu as quand même pas mal aidé à la naissance de ce film et de tas d'autres films. Le personnage absolument glaçant, hideux, cynique d'Emmanuel Macron parcourt le livre, quoi, je veux dire. Et on sent qu'il y a une sorte de grande déception chez toi, parce que, j'allais dire une fois de plus, tu t'es fait avoir, quoi, oui, parce que tu arrives souvent pleine d'enthousiasme. Ouais, exactement. Et alors, le moment, là, le moment qui est la première fracture, c'est le vote, je crois que c'est Courson, Charles de Courson, qui veut voter contre le verrou de Bercy. Non, il veut justement... Il dépose un amendement qui va permettre de lever en partie le verrou de Bercy, oui, qui est ce fameux dispositif qui fait que lorsqu'il y a des fraudes fiscales importantes, les fraudes fiscales mineures, les gens, ils sont absolument... je veux dire, on vient les chercher, la justice vient les chercher. Bon, alors, les grosses fraudes fiscales, il y avait des négos avec Bercy. Donc, c'était quand même absolument hallucinant. Il y a très peu de pays qui avaient ça. C'est un peu archaïque, préhistorique. Et donc, l'idée, c'était de lever ce verrou. On l'avait mis dans le programme, et la première personne qui dépose un amendement dès 2018 sur cette idée-là, c'est Charles de Courson. Ouais. Et effectivement, là, on va nous demander de voter contre. Charles de Courson, il est à l'UDI? Alors, Charles de Courson, moi j'étais à l'UDI, donc on se connaît depuis 20 ou 25 ans. Maintenant, il n'est plus à l'UDI. Et à l'époque il est maintenant, on s'est tous retrouvés dans un groupe qui s'appelle Liberté et Territoire, oui, avec Jean Lassalle, avec les Corses. À l'époque où il fait cette proposition, il est effectivement à l'UDI. Oui, c'est parce que évidemment il y aura une consigne de vote des En Marcheurs pour demander à tous les députés de ne pas voter cet amendement. Et là, tu as ton premier gros cas de conscience. Voilà. Et tu dis, nous avions reçu consigne de voter contre cet amendement, car il s'agissait bien sûr que ce soit nous qui présentions cette réforme plus tard. Je me souviens de cette première transgression. Je regardais les boutons sur lesquels nous devions appuyer pour voter. Je me disais, tu ne peux pas voter contre quelque chose qui est de bon sens et qui est absolument nécessaire. Et en même temps, j'en arrivais à douter et à avoir peur d'appuyer sur un bouton. Je ne me reconnaissais pas. J'ai décidé au final de m'abstenir, ce qui était un véritable péché en ce début de mandat. Ce n'était pourtant qu'une abstention. J'avais déjà vécu avec Valérie Pécresse, etc., etc. Mais là, ça va être une tâche indélébile, c'est-à-dire qu'ils vont te le reprocher jusqu'au bout. C'est vraiment une discipline de fer chez les En Marche. Ce qui est terrible, c'était surtout évidemment le décalage entre ce qu'il avait dit pendant la campagne et ce qu'on était en train de faire. On avait dit qu'on allait pouvoir parler à d'autres pour construire des majorités. Là, à l'époque, le groupe UDI
qui Agir maintenant, Odier et Agir, c'était le seul groupe de l'Assemblée qui était constructif et qui avait annoncé qu'il ne serait pas dans l'opposition systématique. Donc, le premier acte qu'on fait, c'est de ne pas tendre la main à un groupe qui dit qu'il sera constructif, qui pourra voter pour ou contre. Ça, c'est la première transgression. Deuxième transgression, évidemment, c'est un enjeu majeur de faire sauter ce verrou de Bercy. Et nous, on estime que, voilà, on va le faire plus tard éventuellement, comme on le verra dans plein de réformes où, soi-disant, on les faisait plus tard, ou pas du tout, comme la dépendance ou tout ça, des réformes qui n'ont jamais été faites, ou la proportionnelle. Et effectivement, je me dis, c'est incroyable que je sois tétanisée à l'idée de ne pas appuyer sur le bouton qui me convient, quoi. Sachant que, franchement, ça aurait posé aucun problème métaphysique. Mais après... Et je me suis quand même abstenue, donc j'ai pas trop honte quand même. Au moins, je me suis abstenue. Oui. Mais c'est un problème dans tous les groupes politiques. Hein. Il y en a 10 qui se sont abstenus, mais il y en a 10 aussi qui ont voté contre. Ouais. Qui ont voté pour l'amendement. L'amendement, contre la République En Marche. Tout à fait. Et là, tout de suite, il y a on peut dire le flic de Macron qui s'appelle Stéphane Séjourné, non ? Qui vient te voir et tu commences à te faire engueuler là. Non, en fait, non, justement, c'est ça qui est amusant, c'est que en fait, moi, j'étais quand même identifiée comme des personnes à qui on ne pouvait pas trop aller dire ce qu'elles devaient faire. Donc moi, on n'est jamais vraiment venu me voir directement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il arrive. Il n'est pas méchant en plus, Stéphane. Il arrive, il a les cheveux ébouriffés parce qu'Emmanuel Macron l'a appelé, l'a sorti de son lit en lui disant. La nuit, il appelle à cause de ça. En lui disant, on me dit que les députés font n'importe quoi. Donc il se pointe à minuit et demi. Et je lui dis, mais justement, Stéphane, on n'est pas du tout en train de faire n'importe quoi, t'inquiète pas, tout va pas s'écrouler, va falloir commencer à travailler autrement, sinon on aura un problème. Mais il a dû effectivement venir nous tenser, pour ceux qui étaient... Alors tu dis, je lui ai dit, donc Stéphane, si Emmanuel commence à s'inquiéter pour cela et ne lâche pas un peu la bride, ça va être une catastrophe. Ouais. Et tu ajoutes, je ne me doutais pas encore que ce serait bien pire, mais j'avais au moins repris mon destin en main par cette simple abstention, c'est dire. Donc tu commences à te déchanter de ce que c'est qu'être député. Si je suis honnête, ça arrivait très vite parce que, en fait, c'est pas Emmanuel Macron qui, avec le pouvoir, aurait modifié sa façon d'être. En fait, ce dont je me suis aperçue, c'est qu'il a pris le pouvoir d'une certaine manière, mais il avait déjà décidé qu'il ne gouvernerait pas avec les valeurs qu'il avait mis en avant dans la campagne. C'est un choix, c'est ça la duplicité. C'est pas le pouvoir qui, à un moment donné, l'énivre ou autre, où tout d'un coup on se retrouve dans des situations compliquées. Il a pris le pouvoir avec la bienveillance et avec toutes ces phrases dont on a parlé tout à l'heure, et dès qu'il a été mis au pouvoir, il a verrouillé. Donc, dès le mois de juin, juillet, on voit apparaître sortir les statuts du futur parti En Marche, qui sont hallucinants. On nous a expliqué que les partis n'étaient pas démocratiques, c'est pour ça qu'on faisait En Marche, et on voit arriver les statuts d'En Marche en juin-juillet, où tout le monde est nommé, personne n'est élu, et tout remonte au siège, et on donne gentiment 8 000 € pour un département comme les Hauts-de-Seine. Et donc, moi, j'ai fait partie de ceux qui ont dit aux marcheurs... 8 000 € de quoi ? De budget. Non, mais je veux dire, comment alors que, bon, c'est des centaines de millions d'euros que En Marche va récupérer après, l'idée, c'est de ne pas laisser les gens décider sur le terrain. Donc, évidemment, on ne leur donne pas d'argent.